Bonjour à tous les amis, Salut tout le monde. bienvenue sur La Charnière aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief et prono des demi-finales de la Ligue des Champions qui auront tenu toutes leurs promesses. Alors je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. On commence tout de suite par le match de mardi soir du côté de l'Emirates Stadium où le match aura été plus réussi que le tifo que vous avez sous les yeux. Voilà, ce genre de match européen où il fait jour, ça fait plaisir. On sait que ça annonce des grandes soirées de football parce que quand il fait jour, ça rime souvent avec les demi-finales. Ouais. Et ouais, ce match-là, clairement, il fallait pas arriver en retard. Fallait pas arriver en retard parce qu'à peine 3 minutes, le Paris Saint-Germain qui, dans une phase de pression basse, comme on peut le voir ici, Pacho qui va trouver Nuno Mendes. Et là, on voit tout le travail réalisé par Luis Enrique souvent à l'entraînement, c'est travailler. Les milieux de terrain, comme Fabian ici, qui vont venir ici pour libérer un espace, une poche d'espace ici pour Dembélé, qui va venir décrocher comme il l'a fait souvent, et comme on a pu le voir d'ailleurs à Anfield, le même schéma. Dembélé qui va pouvoir se retrouver justement ici dans la poche d'espace, après que Fabian se soit retrouvé excentré avec Vitinha et a tiré Declan Rice. Laissé libre par Gabriel Martinelli en haut d'autre écran. Exactement. Et puis Nuno Mendes qui va trouver, là on voit toute la qualité de pied, qui va trouver cette passe dans l'espace, et Dembélé qui se retrouve au milieu de terrain en décrochage dans son nouveau rôle depuis le début de l'année 2025 et qui a vraiment tout l'espace. Et comme c'est dangereux d'avoir Dembélé, on le sait, Dembélé face au jeu comme ça avec de l'espace, il peut prendre de la vitesse. Et voilà, à Paris qui attaque aussi en nombre, c'est aussi ça qui fait la réussite de cette action. Ouais, on peut voir toute la verticalité, là, des hommes qui se projettent très Exactement. loin vers l'axe. Il y a juste les trois, voilà, comme à l'image d'un 3-2-5, il y a un milieu de terrain et les trois de derrière qui sont restés, mais sinon Kvara est ici, il y a Fabian qui s'est projeté par là, Hakimi qui est en train de faire la course, ou alors peut-être que c'est lui, mais en tout cas il y a beaucoup d'attaquants. Dembélé qui va pouvoir trouver dans l'espace Kvaratskhelia, et ensuite Kvaratskhelia quand il est en un contrat comme ça, malgré la bonne position de Timber, Kvaratskhelia qui va pouvoir retrouver Dembélé qui a été resté en retrait, qui s'était fait oublier de la défense, qui avait de nouveau une poche d'espace. Donc voilà, la défense d'Arsenal réputée pour être solide, qui quand même deux fois dans la même action, laisse une poche d'espace comme ça, peut-être 10-15 mètres carrés à Dembélé. Et quand on connaît la qualité de Dembélé en 2025, disons, c'est terrible et ça fait mouche directement. Et là, voilà, comme on dit, la qualité pour pouvoir trouver en angle fermé comme ça avec 2 voire 3 défenseurs devant lui. C'est un geste de grande classe d'Ousmane Dembélé, comme il nous en a habitué d'ailleurs cette année. Mais voilà, Arsenal qui se met directement dans une très mauvaise posture, 3 minutes seulement de jeu, et Arsenal qui est déjà derrière au score, c'est vraiment pas l'idéal dans une demi-finale allée de Ligue des Champions. Non, c'est clair, mais tout le crédit là, on revient aux attaquants parisiens, si on voit vraiment le boulot de Kvara. Je pense que beaucoup d'ailiers seraient rentrés à ce moment-là intérieur pour aller chercher leur pied gauche, qui n'est pas le bon pied de Kvara. Néanmoins, on sait que c'est un joueur qui peut quand même utiliser ce pied-là. Maintenant, lui, il va chercher un geste très instinctif, l'extérieur du pied. On n'est vraiment pas dans le funky, là, c'est un geste hyper efficace, hyper instinctif. Et Dembélé, voilà, la finition, on en parlait en off tout à l'heure, il y a très peu de joueurs, je pense, qui seraient capables d'aller vraiment chercher le cadre dans sa première intention. Pied gauche, voilà, poteau rentrant, c'est tout simplement un geste 5 étoiles, geste de soir de Ligue des Champions. Ça fait mouche, et voilà, les hommes de Luis Enrique qui ouvrent le score dès la 3e minute, et ça a clairement donné un peu tout le tempo, et ça a dessiné un peu la physionomie de ce match, où on a senti après, j'ai l'impression, les hommes de Mikel Arteta très empruntés. Ils n'ont pas vraiment réussi à jouer leur plan de jeu habituel. La contre-pression n'était pas forcément efficace. Je trouve que vraiment j'ai vu un Arsenal emprunté, un Arsenal qui m'a déçu. A l'inverse, les hommes du Paris Saint-Germain, eux, ont multiplié les occasions. Ils auraient pu obtenir un penalty là-dessus. Pour nous, on s'est accordé sur le fait de dire que ça méritait pas forcément penalty. Pas forcément, ouais. Parce que Timber, dès le moment qu'il y a le contact en fait avec Kvara, lâche le bras en fait assez rapidement. S'il le tient vraiment, ne serait-ce qu'un quart de seconde de plus, je pense que c'est penalty à ce moment-là. Et Kvara se laisse tomber derrière en ayant été un peu retenu, mais c'est à la limite de l'acceptable. C'est vraiment sous les yeux de l'arbitre pour le coup. Donc, Et Kvara qui aura d'ailleurs fait beaucoup de mal à cette défense. On voit là, ils sont 3 dessus, mais c'est un peu ce que je voulais souligner aussi sur le but. Si on regarde ici, pourquoi Dembélé ici même a beaucoup d'espace, c'est parce que Declan Rice est venu doubler
est venu doubler avec Timber pour empêcher Kvaratskhelia de réaliser un dribble et de rentrer sur son pied droit. Ce qui fait que Dembélé est tout seul et que Merino, qu'on voit ici, est un peu en retard sur L'absence sur de Dembélé. Thomas Partey qui se fait peut-être ressentir aussi. Peut-être ressentir, mais aussi le fait que le PSG ait des joueurs élites comme Kvaratskhelia qui forcent Arsenal à doubler sur lui et qui laissent des espaces à d'autres endroits du terrain. Donc voilà, c'est peut-être là aussi la différence avec cet Arsenal. C'est un peu ce qu'on vous disait dans la preview en fait. Le Paris Saint-Germain, en plus d'avoir un projet de jeu très abouti, comme celui d'Arsenal, Arsenal c'est avant tout un projet collectif extrêmement bien huilé. Paris, en plus d'en être un également, ils ont les individualités, ils ont Dembélé, ils ont Kvara, quelle prise au mercato d'hiver qui peuvent offrir justement des moments de génie comme ça. Les artistes, les canonniers d'Arsenal étaient un petit peu plus en retrait. Voilà, j'ai trouvé un Odegaard très emprunté sur le match. Saka pareil, encore une fois tout le mérite en revient à l'homme au second plan de Nuno Mendes. Donc voilà. C'est pas forcément que de la faute des Gunners. Faut dire que défensivement, Paris est très, très fort également, très rodé dans la contre-pression. Arsenal n'allait pas passer un match tranquille quoi qu'il arrive. Mais oui, effectivement, les individualités d'Arsenal, si on prend les deux effectifs, il y a peut-être 2-3 joueurs d'Arsenal qui sont titulaires à Paris. Si on prend peut-être Declan Rice, et encore avec João Neves et Vitinha, on ne sait pas. Il y a Dembélé sûrement en attaque, Kvaratskhelia. Et la défense du PSG est supérieure à celle d'Arsenal individuellement. Il y a peut-être juste Saliba qui pourrait jouer au PSG. Donc ouais, forcément. Gabriel, ça se débattrait, mais il est blessé. Ouais, effectivement. Donc voilà, ouais, effectivement, Paris a des plus grandes individualités. Et clairement, le but est le fruit d'un mouvement collectif, certes, qui est très bien réalisé, mais de deux gestes, autant celui de Kvara, autant celui de Dembélé, de deux gestes qui individuellement font la différence. Ouais, c'est clair. Mais malgré le fait que Arsenal n'a pas fait un top match dans ce qui est de la création d'actions, ils s'en sont quand même créés quelques-unes, et là, tout le mérite en revient à Gigi Donnarumma, donc je pense que voilà, les excuses doivent être autant fortes que l'irrespect dont il a été victime vraiment à certains moments de la saison, là il sort des parades clés clairement là sur Martinelli. Clairement il se détend parfaitement alors que Martinelli tire à 5 mètres de lui, donc super parade. On sait qu'il est bon sur sa ligne, mais ouais, il là a été serein dans les sorties plus. Complètement. Et puis elle met un but hors jeu qui est annulé pour hors jeu finalement sur un coup de pied arrêté, mais dans l'ensemble du match non, Gigi patron clairement. Même s'il est bon sur sa ligne, il fallait réaliser ses parades pour maintenir le PSG à l'avantage. Et puis voilà, puis pareil sur celle-là, sur Odegaard, sur Trossard, elle est presque encore plus impressionnante parce qu'il va au sol tellement vite. L'envergure. Et je pense que la frappe de Trossard, elle va vraiment petit filet, elle est vraiment parfaite, je pense, parce que là, au moment où il la dévie, elle va vraiment longer le poteau ici. Et c'est vraiment un arrêt exceptionnel. Et voilà, 55e minute, retour des vestiaires, 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Si Arsenal revient à ce moment-là, c'est vraiment pas le même match. Donc voilà, Donnarumma, qui d'ailleurs aurait pu ou dû être élu homme du match sur cette rencontre, tient vraiment le PSG en laisse. Entièrement d'accord. Maintenant qu'on est revenu assez en détail sur cette confrontation aller, il va pas falloir s'endormir parce que le match retour c'est déjà mercredi prochain. Et clairement tout reste ouvert pour moi. Voilà, c'est qu'un avantage de 1 but. Certes, Paris s'est mis dans d'excellentes dispositions parce qu'aller cueillir un résultat à l'Emirates, Arsenal n'a pas marqué. Donc voilà, on peut s'attendre quand même à une confrontation retour difficile pour les hommes d'Arteta. Le point positif pour eux, c'est qu'ils vont récupérer Thomas Partey qui était donc suspendu, comme je l'ai dit. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils pourront aussi remonter Merino en buteur, qui n'est pas son poste de prédilection, mais qui l'est presque un peu devenu cette saison. On voit que c'est quand même un gars plus porté vers l'offensif. Je pense que Partey Rice, c'est vraiment un milieu qui donne de l'équilibre. Ouais. Et Merino qui marque en plus, mais hors jeu, donc c'est encore lui qui aurait été là pour sauver ça. Jeu de tête exceptionnel. Enfin voilà, il a des qualités de finisseur qu'on lui connaissait pas forcément. À l'inverse, peut-être une mauvaise nouvelle du côté parisien, c'est Ousmane Dembélé, le buteur maison qui est très incertain pour le retour. On l'a vu vraiment grimacer après le match. Blessure aux ischios, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, si c'est musculaire, ça peut prendre du temps ou ça peut vraiment le déranger. Enfin, ce qui est clair, c'est qu'il ne sera pas à 100%. Donc voilà, attention, petit point d'alerte. D'autant que Paris, si c'est ça, ils vont peut-être devoir décaler Doué dans l'axe et ce sera Barcola à droite. On perd peut-être quand même un petit peu en qualité là, je sais pas ce que t'en penses. Un petit peu, après légèrement. Je trouve franchement Doué a une qualité technique qui est au moins égale à celle de Dembélé, franchement si ce n'est supérieur. Oui. Barcola est un super dribbleur sur le côté, c'est un joueur calibre Ligue des Champions, c'est pas comme si Saka s'était blessé puis qu'il devait jouer avec Nwaneri, tu vois. Bien que Nwaneri soit un super talent d'Arsenal, mais c'est pas un joueur calibre Ligue des Champions. Pour autant, là je pense que Paris ne perdra pas vraiment en qualité, peut-être un tout petit peu. Et puis en ce qui me concerne, honnêtement, je pense que Arsenal
On l'a vu au match aller, il manque une étincelle d'un individu, un Saka, un Ødegaard qui sort un geste de génie pour remettre Arsenal dans le match ou pour lancer Arsenal au Parc des Princes par exemple en début de match, un peu comme Lamine Yamal l'a fait, on aura le temps d'en parler après, mais contre l'Inter pour remettre le Barça sur les bons rails. Je pense qu'il y a un peu un déficit de talent individuel dans cette équipe d'Arsenal. Ouais. Bien sûr que Ødegaard et Saka sont des super joueurs, les top tiers, vraiment des joueurs élites. Mais je pense que la probabilité que Ødegaard ou Saka arrivent à allumer l'étincelle comme ça, Saka qui passe 2-3 joueurs et qui marque contre Donnarumma, voilà, je pense que la probabilité elle existe mais elle est faible. Et en plus, Paris a un but d'avance. Et puis, quand on se souvient de la prestation du PSG contre Liverpool au Parc, honnêtement, je vois mal comment ce PSG-là, après avoir sorti Liverpool, après s'être fait peur contre Aston Villa, on a l'impression qu'ils ont appris de ça. Dembélé n'était pas content après le match. Luis Enrique a dit on va apprendre de cette erreur, on s'est cru qualifié trop vite, etc. Enfin, je pense que ce PSG arrive à maturité là en cette fin de saison au meilleur des moments. Et puis je vois mal comment il pourrait sombrer contre cet Arsenal-là à domicile. Écoute, moi si je peux te contredire, je dirais peut-être que le score de 1-0, c'est peut-être un des scores les plus difficiles à défendre. Parce que, en fait, quelle physionomie, quel plan Luis Enrique va donner à ses joueurs tout simplement. Parce que est-ce que tu vas essayer de mettre le deuxième but sur la confrontation? Est-ce que tu vas essayer de garder cet avantage? Moi je pense que les joueurs d'Arsenal, ils n'ont pas vraiment de questions à se poser. Ils vont devoir marquer, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir sortir leur meilleur match de leur saison, certainement, pour se qualifier. Alors que, voilà, je pense que les Parisiens, il y aura quand même ce truc-là où si le match dure à 0-0 longtemps, il y aura quand même la tentation de reculer au fur et à mesure qui va être dans toutes les têtes. Donc, c'est pas non plus ultra facile. Après, voilà, si on en vient à la petite séquence prono, moi, je veux dire que je joue un match nul. Ok. Je verrais bien un partout. Un truc du style, genre Paris qui ouvre le score, Arsenal qui égalise, qui va mettre la pression mais qui n'arrivera pas. Paris qui saurait tenir, qui irait chercher ainsi sa deuxième finale de Ligue des Champions. Ouais. C'est mon petit prono. Ok. En ce qui me concerne, moi je vois Paris s'imposer. Ok. Je vois Paris s'imposer parce que je vois mal comment cet Arsenal-là pourrait retourner le match. C'est pas une équipe, je pense pas que c'est une équipe qui a la plus grosse force mentale. Arsenal. Ouais, de toute façon. Il a quand même fallu être solide pour Bernabeu. Oui, après au Bernabeu, franchement, collectivement, ils étaient tellement au-dessus qu'ils étaient en confiance. Mais mentalement, c'était quand même une épreuve. Moi, je pense qu'ils ont un passif sur les dernières années. En fait, ils me font penser un peu à Paris en 2021-2022, où ils ont des références sur lesquelles douter, en fait. L'inverse de se mettre en confiance. Arsenal, les 2 dernières saisons, ils sont devant à la trêve hivernale en Première Ligue, après ils se font remonter. Enfin, c'est pas la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils ont pas la force mentale encore d'une équipe arrivée à maturité pour gagner la Ligue des Champions. C'est bien vu. Puis quand tu regardes Paris, il faut quand même, si on peut en dire ce qu'on veut, ils ont jamais gagné la Ligue des Champions, tout ça. Mais pour moi, c'est un grand d'Europe, Paris. Ouais, depuis tellement d'années. Ouais, mais même, c'est un club qui se retrouve quand même hyper souvent dans les derniers matchs maintenant depuis 5 ans. Je crois que ça fait 3 qualifications en demi-finale sur les 5 dernières années. Alors qu'Arsenal, c'est leur première et demi. c'est le seul club qui était présent l'année dernière à ce stade-là qui l'est encore cette fois. C'est un club quand même établi à ce niveau-là maintenant. Donc voilà, pour tout ça, pour les individualités qui sont au-dessus, selon moi, dans l'équipe du PSG par rapport à celle d'Arsenal. Pour le passif, Paris, j'ai l'impression que ces dernières années, ils ont beaucoup appris de leurs erreurs. Même Nasser, qui a changé sa politique de recrutement, par exemple, etc. Luis Enrique, voilà, il a su mettre en place une tactique qui fonctionne beaucoup cette saison. Et également parce que Paris a pris l'avantage à l'Emirates, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Un peu d'équipes a gagné à l'Emirates cette saison. Donc voilà, je vois Paris s'imposer. Peut-être un 2-0, voilà, un 2-0, 2-1, un match maîtrisé de bout en bout, où ils se font pas forcément peur, et où Arsenal sent qu'ils ne sont pas loin pendant tout le match, ils sont à 1 but, 2 buts d'égaliser, ils peuvent pousser un peu, mais ils n'y arrivent pas par manque de créativité, manque d'individualité, etc. Donc voilà, Paris qui rejoindrait selon moi sa 2e finale en 5 ans de Ligue des Champions. Second match, les amis, de ces demi-finales entre le Barça et l'Inter Milan. Une belle opposition de style, comme vous l'avez détaillé dans notre analyse d'avant-match. Encore une fois, le même mot d'ordre était de mise. Il fallait pas arriver en retard. Encore moins, en l'occurrence, parce que déjà 9 secondes de jeu que voilà Acerbi qui va directement chercher le jeu long avec Lautaro Martinez. On voit toute l'importance d'un numéro 9 qui sait jouer en déviation. Dos au jeu, il avait déjà fait un super travail contre le Bayern à ce niveau-là. Malheureusement, on sait qu'il a dû sortir à la mi-temps. Il manquera peut-être d'ailleurs le retour.
Ouais. Euh, Puis on voit les poches d'espace laissées par le Barça directement dès le début avec leur contre-pressing. c'est fliqué, hein, Et la presse. malheureusement pour eux, ils ont encaissé sur une de leurs faiblesses dès la 30e seconde de jeu. Donc ouais, directement, ils laissent de l'espace et l'Inter qui sait très bien l'exploiter. C'est clair. Alors directement aussi le deuxième numéro 9 de cette équipe, Marcus Thuram, qui n'est lui aussi pas en reste sur le jeu de déviation. Et directement, voilà, ça va se projeter très vertical. On sait que cet Inter cherche tout de suite les poches d'espace, se projette extrêmement rapidement. Là, c'est justement directement Denzel Dumfries qu'on va voir pour la première fois du match face à Gérard Martin notamment. Qui défend ici son couloir gauche et qui, voilà, il faudra le dire, dès le match contre le Real en finale de Coupe du Roi, on a vu que c'était quand même un défenseur qui était pas encore tout à fait au point sur certaines choses. Je pense que l'absence de Baldé s'est fait sentir. Et voilà, directement 30 secondes de jeu, un geste, vraiment, que dire de ce geste? Que dire de ce geste? C'est un vrai geste d'attaquant, un vrai geste de numéro 9, quoi, que l'Inter a 2 fois même dans son effectif, du coup, avec Lautaro et lui. Ils ont peut-être 2 des 10 meilleurs 9 du monde actuellement. Ouais, c'est sûr, on peut ouvrir le débat, c'est clair, mais voilà, Marcus Thuram qui mène l'Inter directement sur de bons rails et le Barça qui encaisse sur la première sortie de balle de l'Inter. Pourtant, ils en auront pas beaucoup pendant le match. Le Barça va mettre une pression constante, ils auront pour la plupart du temps le ballon. Et l'Inter, dès qu'ils vont réussir à sortir, ils vont être dangereux et directement 30 secondes, voilà, l'Inter qui ouvre le score. Et c'est pas fini. Sur le deuxième point faible, je pense, il y a les transitions offensives-défensives, et il y a les coups de pied arrêtés pour le Barça. Je pense que c'est les 2 domaines où ils doivent travailler. Le Barça, voilà, j'avais vu la stat, qui n'a aucun joueur d'1m88 dans son effectif, dans les 11 qui commençaient ce match-là, alors que l'Inter en avait 5. Donc voilà, ça se fait directement sentir. Et quand Acerbi peut gagner le duel de la tête, que dire de Denzel Dumfries qui réalise un geste juste sublime, un geste d'attaquant de nouveau, une reprise acrobatique qui double la mise du coup pour l'Inter après 20 minutes. Et j'ouvre le débat, mais Denzel Dumfries, on n'en entend jamais parler quand on entend parler des meilleurs latéraux au monde. Et là, demi-finale de Ligue des Champions, il fait un match plein. Après 20 minutes, il a un but, une passe D. Il est souvent comparé à Frimpong et je trouve qu'on parle encore plus de Frimpong souvent. On parle encore plus également de Di Marco qui a frappé le corner là, souvent. Alors que c'est Dumfries qui est titulaire en sélection d'ailleurs. Oui, avec les Pays-Bas effectivement. Donc voilà, Dumfries qui fait un super match et qui est tellement le joueur parfait pour cette composition d'Inzaghi. Autant fort défensivement mais qui se projette très très vite et qui a le geste juste souvent en attaque quand même avec ballon. Donc voilà, 2-0 pour l'Inter, mais. Là on peut se dire, 20 minutes de jeu, 2-0 pour l'Inter à l'extérieur. Voilà, le Barça, certainement le favori de la compétition à ce moment-là. On regardait le match, moi je disais à Robin, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ils sont encore morts des 120 minutes qu'ils ont joué contre le Real. Voilà, est-ce que le Barça va sombrer à ce moment-là? Moi je trouve que l'équipe, elle était vraiment un petit peu apathique. Jusqu'à cette 24e minute, où la lumière s'est allumée, où Lamine est allé laminer le côté droit de l'Inter. Désolé pour la petite blague. Non mais en vrai, cette action-là, elle doit rien à personne, parce que tu as fait le comparatif avant avec Arsenal et leur manque justement peut-être de créativité, leur manque de génie un peu dans le dernier tiers du terrain, face à une défense de l'Inter parfaitement regroupée. On a les 2 lignes là de 4 qui sont devant la défense tout simplement. Lamine qui va aller trouver ce but, qui va aller se le créer à lui tout seul en allant affronter Mkhitaryan. Il le mélange là littéralement droite-gauche, il a rien vu venir. Et après, voilà, entre 5 joueurs, ce genre d'action, ça fait penser à un petit numéro 10 argentin. Je sais pas ce que t'en penses. Forcément, ça fait penser à un numéro 10 argentin, un Barcelonais, un gaucher qui rentre sur son pied gauche comme ça, qui venant de la droite. Maintenant, voilà, quand on voit comment l'Inter est en place, je veux dire, il y a que Lamine Yamal qui pouvait marquer dans cette situation-là. Il y a que des mecs dans les 10-15 dernières années comme Ronaldo qui pouvait déverrouiller des blocs bas comme ça. Ronaldo, c'était presque plus les frappes de loin. Il y a Messi, il y a peut-être Eden Hazard, voilà, des joueurs très, très doués techniquement comme ça qui peuvent déverrouiller des blocs bas. Mais au-delà de ça, j'ai fait le comparatif avec Arsenal. Tu disais, voilà, Arsenal, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent pendant 90 minutes à déverrouiller une fois un bloc bas comme ça, parce que Saka est un bon joueur de 1 contre 1, mais c'est pas un gars qui va dribbler 5 gars non plus. Voilà, Martinelli encore moins. Et puis ils ont des joueurs qui tâtent le ballon, ils sont très rodés collectivement, ils ont des schémas de passe préférentiels qui marchent très très bien. Mais, est-ce que face à une défense, à une équipe qui est rodée comme ça défensivement, t'es pas obligé finalement d'avoir des individualités
qui dans les phases avancées comme des demi-finales comme ça, en Ligue des Champions, en finale, pareil pour les équipes nationales, en Coupe du Monde, etc. Est-ce que c'est pas finalement les individualités qui te font gagner des matchs? Moi je pense on l'a déjà dit contre le PSG, mais je pense que c'est ce qu'a manqué à Arsenal, et on le voit là pour le Barça, c'est clairement Lamine Yamal qui les remet dans le match. 23 minutes, il n'y a plus que 2-1, le momentum il a changé de camp, c'est le Barça qui a le vent en poupe à ce moment-là. Et il a changé, et clairement, il va pas s'arrêter là en plus. Et il va pas s'arrêter là, voilà. On n'a pas les minutes en haut, mais c'est peut-être 2 minutes après. Comme ça. Ouais, le show Yamal a commencé vraiment la première mi-temps qui nous fait Lamine. Elle est exceptionnelle. Di Marco on a vu de toutes les couleurs. Je pense que la nuit, il a fait des cauchemars d'une teinture blonde, vraiment. Non, mais vraiment, après, voilà, l'Inter s'est un petit peu stabilisé en deuxième. Ils ont fait rentrer Augusto. Je pense qu'Inzaghi a bien fait parce qu'il a vu que voilà, Di Marco, il arrivait tout simplement pas à voir le jour face à Yamal. Voilà, on voit encore cette action où Di Marco sort du terrain presque sur le tac qui tente. Yamal qui a failli doubler la mise à ce moment-là. Et franchement, je pense que là, s'il marque, j'imagine même pas comment les réseaux sociaux auraient encore plus explosé. Voilà, on a vu toutes les réactions. Yamal peut-être le meilleur joueur du monde déjà à 17 ans. 17 ans, on est obligé de le rappeler parce que voilà, avec Robin, on suit le foot très sérieusement maintenant depuis 10-15 ans. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Sommer qui sauve l'Inter du 2-2, mais ce n'était que partie remise. Parce qu'un autre génie de cette équipe-là... Une autre individualité, voit une poche d'espace, vraiment là où peu de milieux de terrain l'auraient vu pour le coup. Et Rafinha, qu'on loue souvent pour sa finition, pour son jeu au pied, ses frappes de loin, etc. Pour le coup, il a aussi un super jeu de tête, à l'image de son but en finale de Supercoupe, par exemple, contre le Real. Quand Pedri va le trouver, il va placer sa tête. Là aussi, il faut voir la poche d'espace où va Ferran Torres. Franchement, pas grand monde l'aurait vu. Il va placer un instinct numéro 9 là quand même, chez Ferran. Ouais, exactement. Il a Ferran remplacé Lewandowski à attaque l'espace et qui se retrouve en bonne position et qui finit plus qu'à la pousser au fond. Ça fait 2-2, première mi-temps de fou. La deuxième mi-temps, jusqu'à la 62e minute, comme on peut le voir ici, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Barça et l'Inter se regardent un peu plus jouer, sachant qu'il y avait 2-2 à la mi-temps. Peut-être que le résultat était là, bon, maintenant on va plus trop se livrer. Et puis finalement, ça se déverrouille encore une fois sur un coup de pied arrêté que le Barça ne parvient pas à défendre. Chesney qui sort, mais qui ne sort pas finalement. Il n'est pas sur sa ligne, mais il n'est pas là pour gêner les attaquants non plus. Qui se fait lober malheureusement, et Denzel Dumfries qui s'offre à doubler plus une passe décisive avant Mandžuk. Ça, franchement, sur le terrain du FC Barcelone, il y a peu de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir fait ça, je pense. Ouais, c'est clair, mais les coups de pied arrêtés, quelle force de l'Inter quand même. Voilà, Ils en ont déjà mis 2 au retour contre le Bayern, ce qui leur a permis de se qualifier. Là, ils en mettent 2 à l'extérieur, à Barcelone, et ça leur offre aussi également voilà, ça les met dans une très bonne position pour le retour quand même. Mais voilà, le Barça n'avait pas dit son dernier mot, pardon. Eux aussi, par l'intermédiaire d'un coup de pied arrêté, travailler à l'entraînement, certainement cette séquence. On voit Dani Olmo qui va chercher Rafinha en haut à droite de votre écran. Lamine Yamal, encore une fois, geste extrêmement instinctif qui laisse passer à Rafinha pour le bon basso. Voilà, Rafinha qui va envoyer un pétard sur la barre. Ça tape le dos de Yann Sommer, puis ça rentre dans le but. On en restera donc à 3-3 pour ce match aller, match clairement de folie. Peut-être une des meilleures demi-finales que j'ai vues. Enfin, sur un match comme ça, sur les dernières années, ça aura tenu toutes ses promesses, c'est le moins qu'on puisse dire. Concernant les petits pronostics qu'on va vous faire maintenant, concernant le match retour, on s'était les deux mouillés sur le Barça avant le match aller. Faut dire que l'Inter a pris un super bon résultat quand même, faire 3-3 et ramener et pouvoir tout jouer dans son stade à Milan. Maintenant voilà, le capitaine interiste Lautaro Martinez ne sera pas là. Tout comme Jules Koundé qui est sorti à la 42e minute contre l'Inter aussi. Il souffre d'une blessure au quadriceps musculaire, ça va lui prendre 3 semaines à revenir. Voilà, sinon les 11 seraient à peu près les mêmes. Baldé devrait être de retour. Peut-être même Levan, j'ai vu. Peut-être Levan, ouais, ça risque d'être chaud. Baldé, j'ai vu qu'il avait repris l'entraînement, donc je pense que Baldé sera titulaire. Levan, on verra, peut-être qu'en sortie de banc, il sera là. Voilà, maintenant, je pense que l'Inter a été très efficace dans les seuls moments où ils ont pu l'être. Ouais. Même le 4e but qu'ils mettent qui est hors jeu, voilà. Honnêtement, ils n'ont pas eu d'autres occasions que les 4 là. Et je pense qu'ils ont su marquer sur leurs 4 seules occasions du match. Si on va voir les statistiques, je pense que voilà, ils ont 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés, 3 buts. Ils produisent même pas un XG. Donc voilà, je pense que l'Inter s'en est très bien sorti dans ce match-là. Mais il y a eu une part de réussite qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Et je pense que le Barça
aura les armes pour reproduire ce qu'ils ont fait en termes de créer des occasions. Ils auront de quoi déstabiliser de nouveau cette défense interiste. Donc je vois le Barça aller s'imposer et le faire et rallier la finale au stade à Milan. Maintenant voilà, l'Inter, est-ce qu'ils ont moyen? Oui, parce que c'est une équipe qui gère très bien les transitions, qui sait être solide, mais je pense que face à ce Barça-là, ils ne tiendront pas et je pense pas qu'ils arriveront à réitérer l'exploit d'être autant efficace devant le but que durant ce match aller. Peut-être que je me trompe, c'est possible que l'Inter réussisse à, sur leur seul coup de pied arrêté par exemple, mettre en difficulté le Barça, mais je pense que le Barça, avec la qualité technique, collective et individuelle qu'ils ont, arrivera à limiter cette fois les dégâts sur coup de pied arrêté et en contre-attaque, et puis mettra comme presque à chacun de leurs matchs 2, 3, 4 buts. Voilà. Je vois le Barça s'imposer peut-être 3-1 et rallier la finale de la Ligue des Champions. Ok. Écoute, pour ma part, je suis assez d'accord avec ton analyse. Je pense pour ma part qu'on verra un peu un miroir du match aller. Je verrai bien vraiment exactement le même match. Presque, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Moi, j'ai annoncé mon score d'emblée. Je vais un 3-2 pour le Barça. Ok. Je pense que l'Inter a encore moyen de faire mal, encore moyen de piquer, de mordre, des fois par séquence vraiment comme ça où tu les attends pas. Encore une fois, que ce soit sur des coups de pied arrêtés, sur des transitions. La défense du Barça, encore une fois, on le répète, c'est pas une assurance tout risque. Mais voilà, trop de qualité offensive. En plus, ils peuvent compter sur des retours comme Baldé. Moi, je pense que autant défensivement qu'offensivement par rapport à Gérard Martin, c'est un très gros upgrade. Si on parle de Levan, d'un retour de Levan, là aussi, ça serait également sacré à tout choix, même si je pense que Ferran mérite de jouer cette demi-retour. Il a fait son taf à l'aller, clairement. Je le trouve excellent dans ce système de flic. Donc ouais, moi je verrais bien un 3-2 pour le Barça qui, à chaque match, franchement, le Barça de flic, c'est rare de les voir mettre moins de 3 buts. Ouais. Je crois. Donc ouais, moi je les vois aller se qualifier, surtout que San Siro, on l'a vu, face au Bayern, je pense que c'est pas non plus une forteresse imprenable. On peut les mettre en difficulté, l'Inter. Ils ont aussi ce manque peut-être un peu d'individualité, surtout que voilà, Lautaro Martinez ne sera pas là. Marcus Thuram, c'est excellent à côté de Lautaro, mais est-ce qu'à côté d'un Taremi ou d'un Arnautovic, ça sera tout autant bon? J'en suis pas sûr. Donc voilà, après voilà, l'Inter, c'est l'équipe qui nous surprend de jour en jour à chaque fois. Donc moi je les enterre pas, pour autant ça ne me surprendrait pas s'ils vont en finale. J'irais pas jusqu'à dire qu'il y aurait une méga surprise, dans le sens où sur ce qu'on a vu à l'aller, ça serait pas immérité. Ils perdent jamais en fait, t'as l'impression cette équipe. Déjà voilà, ils ont tapé le Bayern à l'Allianz Arena, ça faisait 3 ans que personne ne les a battus. Là ils vont chercher un nul à Barcelone. Donc non, franchement c'est quand même une équipe très solide. Mais moi j'ai envie de croire au fait qu'on aura une finale extraordinaire entre le Barça et le PSG. C'est aussi un peu ce qu'on souhaite tous les deux. Et voilà, donc un petit avantage pour les hommes d'Anticeflic pour ma part également. On arrive au bout de cette vidéo, les amis, et ce serait l'heure pour Robin de nous donner sa petite unpopular opinion du jour. Alors on t'écoute. Les amis, je vais dire que pour moi, Marcus Thuram est très sous-coté. En France, il a l'image qui lui colle à la peau de l'équipe de France, où il n'a pas toujours fait des prestations top. Mais cette saison, je l'ai vu faire des choses, je l'ai vu faire des gestes d'un attaquant top tier. Et je vais dire que pour moi, à l'heure actuelle, Thuram est top 5 numéro 9 au monde. Ok. Voilà. Bah là tu me fais plaisir. Un Français, voilà. Je sais que des fois, souvent en étant Suisse, j'ai pas vraiment d'affection pour certains Français, mais voilà, cette fois Thuram, j'avoue que sur certains gestes, dont celui contre le Barça d'ailleurs, il me fait un peu rêver, et voilà, je vais dire que pour moi, pour l'instant, il est top 5, voilà, attaquant, numéro 9 au monde. Ok, bah voilà, super intéressant les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Marcus Thuram, top 5 avant-centre actuellement, dites-le dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, voilà les amis, ça sera tout pour nous. Pour ces demi-finales aller de Ligue des Champions, on se retrouvera très vite pour le débrief des matchs retour, également pour d'autres concepts en attendant la fameuse finale de Munich fin mai. Cette Ligue des Champions qui, encore une fois cette année, nous aura offert de très grands matchs, peut-être la plus belle des années récentes. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vous connaissez la chanson également, likez, commentez la vidéo, s'abonner, ça nous fera toujours très plaisir. On vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir. Ciao ciao les gars.